Une équipe entière de jeunes majorettes de Provence a disparu en 1995 après une prestation s'évanouissant mystérieusement, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et des parents dévastés. Mais 20 ans plus tard, un randonneur découvre quelque chose de choquant dans le désert de l'Accro, une découverte qui changerait tout et révélerait une vérité troublante. Le soleil de Provence inondait la cuisine par les fenêtres, projetant de longs rectangles de lumière sur la table du petit déjeuner où Claire Dubois était assise avec son mari Marc. C'était une matinée typique à Aix-en-Provence, ou du moins aussi typique que pouvaient l'être les matins depuis 20 ans. Depuis que leur jumelle avait disparu sans laisser de traces, Claire remuait son café distraitement, ses pensées dérivant comme souvent vers Élodie et Camille. Les filles auraient 34 ans maintenant. À quoi ressembleraient-elles? Auraient-elles des enfants? Ces questions la hantaient quotidiennement, bien qu'elle ait appris à vivre avec l'incertitude. La vibration soudaine de son téléphone contre la table en bois la fit sursauter. Elle baissa les yeux, s'attendant à voir un collègue de travail ou peut-être une amie de son groupe de soutien pour le deuil. Au lieu de cela, elle se figea. Le nom commissaire Lefebvre illuminait l'écran. Marc, dit-elle, la voix à peine audible. C'est le commissaire Lefebvre. Marc releva brusquement la tête de son journal, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le commissaire Antoine Lefebvre avait été le principal enquêteur sur l'affaire de leur fille, une affaire classée sans suite il y a des années, malgré la couverture médiatique et les recherches approfondies. Réponds, pressa Marc, posant sa tasse de café d'une main tremblante. Claire glissa son doigt pour accepter l'appel, le cœur battant à tout rompre. Bonjour, Madame Dubois. La voix grave du commissaire Lefebvre résonna dans le haut-parleur. J'espère ne pas perturber votre matinée. Pas du tout, répondit Claire, mettant l'appel sur haut-parleur pour que Marc puisse entendre. Tout va bien? Nous avons une mise à jour importante concernant l'affaire de vos filles, dit le commissaire, son ton mesuré mais empreint d'une urgence sous-jacente qui fit se nouer l'estomac de Claire. Quel genre de mise à jour demanda-t-elle, la voix légèrement brisée. Après 20 ans de silence, tout progrès semblait impossible. Avez-vous trouvé? Je ne peux pas tout expliquer par téléphone, interrompit doucement le commissaire Lefebvre. Pourriez-vous, vous et votre mari, venir au commissariat? Le plus tôt sera le mieux. Marc se pencha en avant. Nous y serons immédiatement, assura-t-il au commissaire. Merci. J'attendrai. L'appel se termina, laissant la cuisine plongée dans le silence. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, comme si un mouvement brusque pouvait briser ce fragile moment d'espoir. Penses-tu? Claire ne put finir la question, incapable d'exprimer l'espoir qui gonflait dangereusement en elle. Marc tendit la main à travers la table et serra la sienne. Ne nous précipitons pas, mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Ils se levèrent de table avec une énergie nouvelle, abandonnant leur petit déjeuner à moitié mangé. Claire attrapa son sac à main, tandis que Marc rassemblait son portefeuille et ses clés. En 5 minutes, ils sortaient de leur allée, le soleil matinal réchauffant l'intérieur de la voiture, alors qu'ils se dirigeaient vers le commissariat d'Aix-en-Provence. Ça fait si longtemps, murmura Claire, regardant par la fenêtre la ville qui avait tant changé en 20 ans. De nouveaux bâtiments, des routes élargies, un endroit que leur fille ne reconnaîtrait pas. Je ne pensais pas que nous aurions encore des nouvelles du commissaire Lefebvre. Marc hocha la tête, les jointures blanchies sur le volant. Je sais, j'ai essayé d'aller de l'avant, mais une partie de moi n'a jamais cessé d'attendre cet appel. Le parking du commissariat était plus bondé que d'habitude. En se garant sur une place libre, Claire reconnut plusieurs autres véhicules, des voitures appartenant aux parents des autres majorettes disparues. Son pouls s'accéléra. Les autres sont là aussi, chuchota-t-elle. À l'intérieur du commissariat, l'odeur familière du café et des produits d'entretien les accueillit. La réceptionniste les reconnut immédiatement, offrant un sourire compatissant, tout en les dirigeant vers une salle de conférence au bout du couloir. En entrant, ils trouvèrent 4 autres couples de parents déjà assis autour d'une grande table. Le commissaire Lefebvre se tenait à l'avant de la pièce, ses cheveux autrefois noirs, maintenant striés de gris,
les rides autour de ses yeux plus marquées que dans le souvenir de Claire. Monsieur et Madame Dubois, les salua-t-il d'un signe de tête. Veuillez vous asseoir. En prenant place sur les chaises restantes, Claire échangea des regards avec les autres parents. Sophie et Julien Martin, dont la fille Léa avait disparu avec les jumelles. Isabelle et Philippe Morel, parents de Chloé. Valérie Simon, mère d'Océane, et Nicolas et Élise Giraud, parents de Zoé. Tout liés par le même événement terrible, le même cauchemar qui durait depuis 2 décennies. Le commissaire Lefebvre s'éclaircit la gorge. Merci à tous d'être venus si rapidement. Comme je l'ai mentionné au téléphone, nous avons un développement important dans l'affaire de vos filles. Il marqua une pause, son expression solennelle. Ce matin tôt, un randonneur dans le désert de la Croix a découvert quelque chose que nous pensons lié à la disparition de vos filles. Il se tourna vers un ordinateur portable sur la table et cliqua sur quelques touches. Une image apparut sur l'écran mural, une valise métallique rouillée, à moitié enfouie dans le sable sous une grande pierre plate. Le couvercle était ouvert, révélant un tas de tissus rouge et blanc à l'intérieur. Des uniformes de majorette, murmura Valérie Simon, la main sur la bouche. Claire se pencha en avant, plissant les yeux pour discerner les détails de la photo. Le tissu rouge, bien que poussiéreux et délavé, était reconnaissable, identique aux uniformes que ses filles portaient la nuit de leur disparition. Le commissaire Lefebvre poursuivit. Le randonneur était avec son chien lorsqu'il a fait la découverte. Ils exploraient une zone loin des sentiers habituels. Peu de gens passent par là. Son chien a senti quelque chose et a commencé à creuser. C'est alors qu'il a trouvé la valise. Où était-ce exactement? Demanda Marc, sa voix ferme, malgré l'émotion que Claire pouvait lire dans ses yeux. À environ 50 kilomètres d'Aix, dans une section isolée du désert de l'Accro. Le commissaire passa à une autre image, un plan plus large montrant le paysage aride autour du site de la découverte. Nous avons déjà envoyé une équipe médico-légale pour analyser la zone. Nous devons y aller, déclara Claire avec fermeté, surprise par sa propre détermination. J'ai besoin de voir l'endroit moi-même. D'autres parents murmurèrent leur accord, hochant la tête avec insistance. Le commissaire Lefebvre fronça les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Nous ramenons la valise et son contenu au laboratoire pour analyse. Le randonneur viendra plus tard aujourd'hui pour faire une déclaration officielle. S'il vous plaît, implora Sophie Martin, après 20 ans d'ignorance, nous devons le voir de nos propres yeux. Le commissaire regarda leur visage, puis soupira. Je dois d'abord vérifier avec l'équipe sur le terrain. Il sortit de la pièce, téléphone en main. En son absence, les parents échangèrent des théories à voix basse. Claire pouvait à peine se concentrer sur leurs paroles, son esprit bouillonnant de possibilités. Ces uniformes avaient dû être placés là récemment. Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Le commissaire Lefebvre revint quelques minutes plus tard. L'équipe sur le terrain dit que vous pouvez venir sur le site, mais vous devrez suivre le protocole. Restez derrière le ruban, ne touchez à rien et suivez les instructions des officiers sur place. Un soulagement envahit Claire. Merci. Nous vous suivrons, ajouta Marc. Le commissaire hocha la tête. Nous partons dans 15 minutes. Le trajet dure environ 1 heure. En quittant la salle de conférence, Claire ressentit un mélange étrange de crainte et d'espoir. 20 ans d'incertitude pourraient enfin prendre fin aujourd'hui. Elle serra la main de Marc en se dirigeant vers leur voiture, un rappel silencieux que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Le convoi de véhicules quitta Aix-en-Provence sous le soleil de fin de matinée, la voiture banalisée du commissaire Lefebvre ouvrant la voie, suivie de 5 véhicules civils transportant des parents désespérés de réponse. Claire observait le paysage urbain à céder progressivement la place aux broussailles de Provence, ses pensées revenant à la nuit où ses filles avaient disparu. C'était une compétition régionale de majorettes. Élodie et Camille, âgées de 14 ans et pleines de vie, avaient brillamment performé avec leur troupe. Les filles avaient appelé à la maison après leur prestation, enthousiastes d'avoir obtenu la 2e place. Elles avaient promis de rappeler en rentrant. Cet appel n'était jamais venu. Lorsqu'ils atteignirent le site désertique, le soleil était à son zénith, projetant des ombres dures sur le terrain accidenté.
Ils se garèrent sur un terrain improvisé à côté de plusieurs véhicules de police et suivirent le commissaire Lefebvre à pied sur près d'un demi-kilomètre, marchant en silence sur la terre durcie. Une tente blanche avait été érigée sur le site, entourée de rubans jaunes de scènes de crime. Plusieurs officiers et techniciens médico-légaux se déplaçaient méthodiquement dans la zone. En s'approchant, Claire vit un homme debout sur le côté avec un chien de taille moyenne en laisse, le randonneur qui avait fait la découverte. Le commissaire Lefebvre fit un geste vers lui. Voici Étienne Moreau, l'homme qui a trouvé la valise, et voici son chien, Mistral. Étienne s'avança, tendant la main. Il semblait avoir une quarantaine d'années, avec une peau burinée par le soleil et des yeux bienveillants. J'aurais préféré vous rencontrer dans de meilleures circonstances, dit-il en serrant la main de chaque parent. Merci d'avoir trouvé cela, dit Claire, la voix chargée d'émotion. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour nous. Étienne hocha la tête, son expression sombre. Mistral mérite la plupart des louanges. Il a senti quelque chose et n'a pas voulu lâcher, il a creusé comme un fou. Le chien, un mélange de berger de Provence aux yeux intelligents, était assis sagement aux pieds de son maître. Pouvons-nous le voir demanda Marc, regardant vers la tente. Le commissaire Lefebvre les guida sous la tente, où la valise reposait maintenant sur une table pliante. Même de loin, Claire pouvait voir le tissu rouge et blanc des uniformes de majorette, soigneusement pliés, mais montrant des signes d'usure et d'exposition. Un technicien médico-légal expliqua: d'après l'état des uniformes et de la valise, nous pensons qu'ils ont été enfouis ici récemment, peut-être au cours de la dernière année. Récemment questionna Nicolas Giraud. Mais nos filles ont disparu il y a 20 ans. C'est ce qui rend cette découverte si inhabituelle, admit le commissaire Lefebvre. Il semble que quiconque a caché ces uniformes l'ait fait à la hâte. L'enfouissement était peu profond, et la pierre qui couvrait n'était pas particulièrement lourde, presque comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'aventure si loin dans le désert. Alors que les parents se rassemblaient autour de la table pour examiner de plus près les preuves qui pourraient enfin les mener à leur fille, Claire remarqua du mouvement au loin, des véhicules approchant. L'un était un van de presse, avec le logo d'une chaîne locale. Un autre était une berline qui semblait vaguement familière. Lorsque la berline se gara et que son conducteur en sortit, Claire ressentit un choc de reconnaissance. Vincent Carpentier, l'ancien coach des Majorettes, s'avança vers eux d'un pas décidé. Il avait vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, ses cheveux autrefois noirs, désormais argentés sur les tempes, mais sa silhouette athlétique et sa démarche assurée étaient inchangées. Claire, Marc, appela-t-il en approchant. Je suis venu, j'ai déjà su. Le commissaire Lefebvre s'avança pour saluer Carpentier, lui tendant la main. Coach, merci d'être venu si vite. Carpentier serra la main du commissaire avec fermeté. Bien sûr. Quand il s'agit de mes filles, je laisse tout tomber. Claire nota qu'il continuait d'appeler les majorettes ses filles, même après 2 décennies. Carpentier avait été profondément impliqué dans les efforts de recherche à l'époque, utilisant ses contacts et ses ressources pour maintenir l'enquête active longtemps après que la police avait réduit ses efforts. Nous avons décidé d'informer les médias de ce nouveau développement, expliqua Carpentier aux parents rassemblés. Cette affaire a touché toute notre communauté il y a 20 ans. Des centaines de bénévoles ont rejoint les battus. Les gens méritent de savoir que nous avons trouvé quelque chose. Claire observa les reporters installer leur matériel à proximité. Une jeune femme avec un microphone discutait déjà avec un officier, hochant la tête avec attention aux informations qu'elle recevait. Vincent Carpentier s'approcha de la table où reposait la valise. Il fixa les uniformes, son expression indéchiffrable. Après toutes ces années, murmura-t-il, je n'ai jamais cessé d'espérer les retrouver. Il se tourna vers Étienne Moreau, toujours debout avec son chien près du bord de la tente. Merci, dit-il sincèrement en lui tendant la main. Votre découverte pourrait enfin nous aider à obtenir des réponses. Carpentier se déplaça ensuite parents, saluant chacun d'une poignée de main chaleureuse ou d'une légère pression sur l'épaule. Lorsqu'il atteignit Claire et Marc, ses yeux s'adoucirent. Ça fait longtemps, dit-il doucement.
Comment tenez-vous le coup? Aussi bien que possible, répondit Marc. Nous avons entendu dire que vous ne travaillez plus avec la troupe. Carpentier hocha la tête. J'ai quitté le système des troupes régionales il y a environ 10 ans. Je forme encore des majorettes de manière indépendante. Cependant, j'ai lancé mon propre programme. Avant qu'il puisse poursuivre la conversation, un reporter s'approcha, suivi d'un caméraman. Nous aimerions interviewer les parents, si cela convient, dit-elle, regardant le commissaire Lefebvre pour obtenir son autorisation. Le commissaire hocha la tête. Un à la fois, s'il vous plaît, et soyez bref. Les interviews commencèrent, chaque groupe de parents exprimant leur espoir renouvelé que cette découverte puisse mener à retrouver leur fille, ou du moins à comprendre ce qui leur était arrivé. Claire observa Valérie Simon s'effondrer en plein milieu d'une phrase, submergée par l'émotion en parlant de sa fille Odile. Quand ce fut leur tour, Claire et Marc se placèrent devant la caméra, se tenant la main pour se soutenir. Madame Dubois, quel effet cela fait-il d'avoir cette nouvelle piste à 20 ans demanda la reporter. Claire prit une profonde inspiration. C'est bouleversant. Nous n'avons jamais cessé de chercher nos filles, jamais cessé d'espérer. Si Élodie et Camille sont là dehors quelque part, si elles peuvent voir cette émission, nous voulons qu'elles sachent que nous continuons de chercher. Nous ne cesserons jamais de vous chercher. Monsieur Dubois, qu'espérez-vous de cette découverte? La voix de Marc était posée, bien que Claire pût sentir sa main trembler dans la sienne. La vérité, au minimum. Mais ce que nous espérons vraiment, c'est ce que tout parent dans notre situation espère. Retrouver nos enfants vivants et les ramener à la maison. Après la fin de l'interview, Claire réalisa qu'elle avait oublié sa bouteille d'eau et son appareil photo dans la voiture. Je devrais aller les chercher, dit-elle à Marc. Je veux prendre des photos de cet endroit avec mon bon appareil. Mon téléphone ne capturera pas assez de détails. Je viens avec toi, proposa Marc. Ils s'approchèrent du commissaire Lefebvre pour lui faire part de leurs intentions. D'accord, dit-il, mais restez sur le chemin par où nous sommes revenus. Il est facile de se perdre ici dans le désert, et nous n'avons pas besoin de personnes disparues aujourd'hui. Ils hochèrent la tête en signe de compréhension et commencèrent à regagner la zone de parking. Le soleil de midi tapait fort sur eux, la chaleur montant en vagues visibles du sol sablonneux. En marchant, Claire scrutait le paysage environnant, captant la vastitude du désert. Quelque chose à l'horizon attira son regard. Un camion partiellement dissimulé par une crête et ce qui semblait être deux hommes s'activant autour. L'un semblait traîner quelque chose de lourd vers le véhicule, tandis que l'autre était accroupi derrière un gros rocher près d'arbustes. « Marc, chuchota-t-elle, touchant son bras pour l'arrêter. « Regarde là-bas. » Marc suivit son regard. « Je les vois. Il y a aussi quelqu'un dans le camion. » « Que font-ils ici ?» Claire se demanda à voix haute. « C'est trop loin de tous les sentiers pour des randonneurs normaux. » Marc plissa les yeux contre le soleil. Ils prennent probablement une pause après du tout-terrain ou quelque chose comme ça. Claire secoua la tête, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un sac lourd s'il ne fait que prendre une pause? Et que fait cet autre homme près de ces rochers? Sans attendre la réponse de Marc, elle changea de direction, se dirigeant vers le camion au loin. « Claire, » siffla Marc, se hâtant après elle. « Qu'est-ce que tu fais? » Le commissaire a dit de rester sur le chemin. « Je veux juste voir ce qu'il mijote, » répondit-elle, accélérant le pas. « Quelque chose ne va pas. » Marc la rattrapa, saisissant doucement son bras. « C'est dangereux. Nous devrions plutôt prévenir le commissaire Lefebvre. » Le temps qu'on revienne vers lui, il pourrait être parti, argumenta Claire, se dégageant. J'ai besoin de savoir si ça a un rapport avec nos filles. En s'approchant, les hommes près du camion les remarquèrent. Claire leva la main en guise de salut, criant « Bonjour !» La réaction fut immédiate et alarmante. Les hommes se crièrent dessus, abandonnant ce qu'ils faisaient. L'homme qui traînait le sac le hissa dans la benne du camion, tandis que celui près des rochers se précipita vers le véhicule avec ce qui semblait être une pelle à la main. En quelques instants, les trois hommes étaient dans le camion, qui démarra en trombe, soulevant un nuage de poussière dans son sillage. « As-tu vu ça ?» s'exclama Claire.
Ils se sont enfuis. Dans les dernières secondes, avant que le camion ne disparaisse de la vue, Claire remarqua un petit autocollant sur la vitre arrière, une sorte de logo d'entreprise. Instinctivement, elle attrapa son téléphone et tenta de prendre une photo, mais le camion allait trop vite et était déjà trop loin. L'image résultante était floue. C'était un logo d'entreprise sur la vitre arrière, dit-elle à Marc, le cœur battant. L'as-tu vu? Marc hocha la tête sombrement. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas reconnu. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la traînée de poussière laissée par le camion jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin. Puis, poussée par la curiosité et l'intuition d'une mère, Claire se dirigea vers l'endroit où les hommes se trouvaient. Claire, nous devons retourner, pressa Marc, la suivant à contre-cœur. Nous sommes bien hors de la zone de sécurité maintenant. Juste un peu plus loin, insista-t-elle. J'ai besoin de voir ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils atteignirent le gros rocher et les arbustes à proximité, Claire s'accroupit pour examiner le sol. Il y avait un trou fraîchement creusé, semblable à celui où la valise avait été trouvée. Marc se joignit à elle, scrutant la terre remuée avec soin. Il y a quelque chose ici, dit-il soudain, plongeant la main dans le sable. Il en sortit un petit objet, brossant la poussière qui adhérait. Claire retint son souffle, la main sur la bouche. Mon Dieu, Marc, c'est la boucle d'oreille de Camille. Elle prit le petit bijou dans sa paume avec des doigts tremblants. Bien que terni et corrodé après des années dans le désert, son design distinctif était indéniable. Une petite étoile en argent avec une gemme rouge en son centre. Elle avait acheté des paires identiques pour les deux jumelles à leur 13e anniversaire, quelques mois avant leur disparition. Es-tu sûr? Demanda Marc, la voix à peine audible. Claire hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. J'en suis certaine. Je leur ai offert ces boucles pour leur anniversaire. Elle leva les yeux vers lui, un mélange d'espoir et de peur la traversant. Marc, ces hommes, ils doivent savoir quelque chose sur ce qui est arrivé à nos filles. Ils fouillèrent la zone minutieusement, espérant trouver d'autres indices, mais les hommes avaient été méthodiques dans l'enlèvement de tout ce qui aurait pu être enfoui là. Avec la boucle d'oreille serrée dans sa main, Claire accepta enfin de retourner au site de l'enquête. Nous devons prévenir le commissaire Lefebvre tout de suite, dit-elle en se relevant. Ces hommes pourraient être la clé pour retrouver nos filles. De retour à la tente, le commissaire Lefebvre était en pleine conversation avec un technicien médico-légal. Les autres parents étaient dispersés autour du site. Certains parlaient avec des officiers, d'autres observaient simplement l'enquête en cours avec des expressions anxieuses. Commissaire, appela Claire avec urgence en s'approchant. Nous devons vous parler immédiatement. Le commissaire Lefebvre s'excusa auprès du technicien et se tourna vers eux, son expression passant à l'inquiétude en voyant leur visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé quelque chose, expliqua Marc, faisant signe à Claire de montrer la boucle d'oreille. Elle ouvrit la main, révélant le bijou terni. C'est la boucle de Camille, j'en suis certaine. Je leur ai offert des paires identiques à toutes les deux pour leur 13e anniversaire. Le commissaire fronça les sourcils, examinant la boucle de plus près. Où l'avez-vous trouvée? Claire et Marc échangèrent un regard avant que Marc ne réponde. À environ un demi-kilomètre d'ici, nous avons vu 3 hommes près d'un camion. L'un traînait quelque chose qui ressemblait à un sac lourd et un autre creusait près de rochers. Lorsqu'ils nous ont vus, ils se sont enfuis, ajouta rapidement Claire. Nous sommes allés à l'endroit où ils creusaient et avons trouvé la boucle dans le sable. Le froncement de sourcils du commissaire Lefebvre s'accentua. Vous avez poursuivi 3 hommes inconnus dans un lieu désertique isolé? Avez-vous idée de combien c'était dangereux? Nous savons, reconnut Marc, mais nous ne pouvions pas les laisser partir sans vérifier. Ce pourraient être ceux qui ont enterré la valise, dit Claire avec fermeté. Ils pourraient vérifier leur cachette après avoir appris que la police est ici depuis ce matin, et ils pourraient se débarrasser d'autres preuves en ce moment même. À ce moment, les autres parents s'étaient rassemblés autour, écoutant attentivement la conversation. Vincent Carpentier se fraya un chemin à travers la petite foule, l'expression grave. « Que se passe-t-il » demanda-t-il,
regardant alternativement Claire et le commissaire. Le commissaire Lefebvre brandit la boucle d'oreille. Les Dubois ont trouvé ceci près de l'endroit où ils ont vu 3 hommes agir de manière suspecte. Madame Dubois pense qu'elle appartenait à sa fille, Camille. Les yeux de Carpentier s'élargirent légèrement en regardant le bijou. On dirait bien les boucles que les filles portaient. Avez-vous bien vu ces hommes? Demanda le commissaire Lefebvre, se tournant à nouveau vers Claire et Marc. Les reconnaîtriez-vous si vous les revoyiez? C'était trop loin pour voir leur visage clairement, mais je pense que je me souviens de la forme d'un de leurs visages et de ce qu'ils portaient, admit-il. J'ai remarqué un logo de l'entreprise sur la vitre arrière du camion, cependant. Un logo? Le commissaire attrapa son carnet. L'avez-vous reconnu? Claire secoua la tête. Pas clairement, mais j'ai essayé de prendre une photo. Elle sortit son téléphone et lui montra l'image floue. Ça ne sert pas à grand-chose, je le crains. Pourriez-vous dessiner ce dont vous vous souvenez? Demanda le commissaire Lefebvre, lui tendant le carnet et un stylo. Claire les prit avec hésitation. Je ne suis pas dessinée, mais je vais essayer. Elle commença à esquisser, le front plissé par la concentration, alors qu'elle tentait de recréer le logo qu'elle avait aperçu sur la vitre du camion. Après une minute, elle rendit le carnet. C'était quelque chose comme ça. Une figure stylisée, peut-être une flamme ou un oiseau avec ses ailes déployées autour de 3 lettres. CPF. Sophie Martin, qui avait écouté silencieusement, s'avança soudainement. CPF, ça ressemble à Carpentier Performance and Fitness. Tous les regards se tournèrent vers Vincent Carpentier, dont l'expression restait calme. Restez calme. Carpentier Performance and Fitness, répéta le commissaire Lefebvre, regardant le coach avec un sourire interrogateur. Le cœur de Claire s'accéléra. Le coach des majorettes pourrait-il être lié à la disparition de leur fille? Carpentier leva les mains sur la défensive. Mon entreprise a parrainé la troupe de majorettes il y a 20 ans et nous avons financé la plupart des opérations de recherche après la disparition des filles. Nous avons été complètement transparents pendant l'enquête. C'est vrai, confirma le commissaire Lefebvre s'adressant aux parents. L'entreprise de coach Carpentier a été minutieusement vérifiée pendant l'enquête initiale. Ils ont fourni un soutien financier et des bénévoles lorsque la recherche officielle a été réduite. Avez-vous le numéro de la plaque d'immatriculation du camion? Demanda-t-il à Claire et à Marc. Il n'y en avait pas, répondit Marc. Du moins pas que nous ayons pu voir. Pas de plaque? Le commissaire nota. C'est suspect en soi. Philippe Morel, le père de Chloé, avait aussi essayé de dessiner le logo. Il brandit son dessin. Cela ressemblerait-il à ceci? Demanda-t-il à Claire. Son esquisse montrait une silhouette stylisée d'un oiseau avec des ailes déployées encerclant les lettres CPF en caractères gras. C'était remarquablement similaire à ce que Claire avait tenté de décrire. Oui, confirma-t-elle, très semblable à cela. C'est en effet similaire à l'ancien logo de mon entreprise, admit Carpentier, étudiant le dessin. Mais comme je l'ai dit, j'ai vendu cette entreprise il y a 20 ans, avant que les filles ne disparaissent. Vendu? Le commissaire Lefebvre haussa un sourcil. À qui? À un homme d'affaires nommé Mathieu Renaud, répondit Carpentier. Il m'a gardé comme consultant pendant un temps, c'est pourquoi l'entreprise restait associée à mon nom pendant les opérations de recherche. Mais je n'ai plus de lien officiel avec CPF depuis près de 2 décennies. Le commissaire Lefebvre prit une autre note. J'ai besoin des détails de cette vente et des coordonnées actuelles de Monsieur Renaud. Bien sûr, accepta volontiers Carpentier, tout ce qui pourrait aider à retrouver les filles. En attendant, poursuivit le commissaire, se tournant vers Claire et Marc, pouvez-vous nous montrer exactement où vous avez vu ces hommes et trouver la boucle d'oreille? Oui, dit Marc, ce n'est pas loin d'ici. Je voudrais vérifier les traces de pneus, expliqua le commissaire Lefebvre. S'ils sont partis précipitamment, ils pourraient avoir laissé une piste que nous pouvons suivre. Claire hocha la tête avec empressement. C'est ce que je pensais. La route qu'ils ont prise dans le désert n'est pas souvent utilisée. Leurs traces de pneus pourraient être visibles. Le commissaire réfléchit, puis hocha la tête. Je vais envoyer une équipe pour enquêter sur la zone et suivre les traces que nous trouverons.
Mais j'ai besoin que vous deux restiez ici ou retourniez au commissariat. Cela pourrait être dangereux. Nous comprenons, dit Marc, bien que Claire semblait vouloir protester. Mais nous aimerions au moins regarder de loin. Après un moment d'hésitation, le commissaire Lefebvre accepta. Vous pouvez attendre au camp de secours que nous avons installé, mais c'est tout. Je suis sérieux, ajouta-t-il, les fixant d'un regard sévère. Plus d'expédition en solo. Alors que le commissaire rassemblait une petite équipe d'officiers pour l'enquête, Étienne Moreau s'approcha avec son chien, Mistral. Je connais bien la région, proposa-t-il. Je pourrais aider à guider votre équipe. Le commissaire Lefebvre secoua la tête. J'apprécie l'offre, monsieur Moreau, mais nous ne pouvons pas risquer l'implication de civils à ce stade. Le randonneur hocha la tête en signe de compréhension. Bien sûr, je pensais juste proposer. Claire tendit la main pour toucher son bras. Merci quand même. Et encore merci d'avoir trouvé la valise. Sans vous et Mistral, nous n'en serions peut-être pas là. Étienne sourit doucement, content d'avoir pu aider. Le commissaire Lefebvre ordonna à un officier d'escorter Claire, Marc et les autres parents jusqu'au camp de secours, leur offrant la possibilité d'attendre dans un café à proximité pour des nouvelles de l'équipe d'enquête. En s'éloignant, Claire remit la boucle d'oreille au commissaire, qui la scella soigneusement dans un sac à preuve. Nous découvrirons ce qui est arrivé à vos filles, promit-il, d'une manière ou d'une autre. Claire hocha la tête, espérant désespérément qu'il avait raison. Après 20 ans d'incertitude, ils étaient enfin proches des réponses. Elle priait seulement pour que ces réponses ne lui brisent pas à nouveau le cœur. Le trajet de retour vers la civilisation sembla interminable. Claire regardait par la fenêtre le paysage désertique qui défilait, son esprit bouillonnant de possibilités. Qui étaient ces hommes? Que faisaient-ils dans le désert? Et surtout, que savaient-ils sur Élodie et Camille? Nous devrions manger quelque chose, suggéra Marc alors qu'ils approchaient d'un petit groupe de bâtiments. Une station-service, un café, et ce qui semblait être une épicerie générale. Ça pourrait prendre des heures avant d'avoir des nouvelles du commissaire Lefebvre. Claire hocha la tête distraitement. La nourriture était la dernière chose à laquelle elle pensait, mais elle savait que Marc avait raison. Ils devaient garder leur force pour ce qui les attendait. Ils se garèrent sur le parking du café, un terrain poussiéreux avec quelques véhicules éparpillés. L'enseigne lumineuse, ouverte, bourdonnait à la fenêtre, un contraste joyeux avec les environs désolés. À l'intérieur, le café était frais et sombre après le soleil brûlant du désert. Il avait le charme typique des petites villes. Des banquettes en vinyle rouge, un comptoir avec des tabourets pivotants et une odeur de café et d'oignons grillés flottant dans l'air. Quelques locaux étaient assis au comptoir, sirotant des cafés et discutant tranquillement. Claire et Marc choisirent une banquette dans le coin arrière où ils pouvaient parler en privé tout en surveillant la porte. Une serveuse d'âge mûr s'approcha avec une cafetière et 2 menus. Bonjour les amis, les salua-t-elle chaleureusement. Du café en attendant? S'il vous plaît, répondit Marc. Après que la serveuse eut rempli leurs tasses et pris leur commande pour le déjeuner, un croque-monsieur pour Marc et un bol de soupe pour Claire, ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé la boucle d'oreille de Camille après tout ce temps, dit enfin Claire, la voix basse. Ça ne peut pas être une coïncidence. Marc serra ses mains autour de sa tasse de café comme pour y puiser du réconfort. Heck, je sais, mais nous devons laisser la police faire son travail, Claire. Ces hommes pourraient être dangereux. Claire se pencha en avant, les yeux intenses. Mais si la police ne les trouve pas, et si ces hommes savent où sont nos filles et qu'on les perde à nouveau, nous devrions retourner là où nous avons vu le camion et suivre la piste nous-mêmes. C'est insensé, Claire, rétorqua Marc, gardant la voix basse. La police a des ressources et une formation que nous n'avons pas. De plus, le commissaire Lefebvre sait faire son travail. Vraiment? Questionna Claire, une pointe d'amertume perçant dans sa voix. Ça fait 20 ans, Marc. 20 ans et ils n'ont rien trouvé. Il a fallu un randonneur avec un chien pour trouver cette valise dans le désert, et elle n'était même pas profondément enfouie. Qu'est-ce que ça dit sur l'efficacité de la police?
Marc tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Je comprends ta frustration, crois-moi, mais se précipiter seul dans le désert ne va pas aider Élodie et Camille. Ça pourrait aggraver les choses. La serveuse revint avec leur nourriture, posant les assiettes avec une efficacité pratiquée. Voilà pour vous. Autre chose? Non? Merci, répondit Marc, offrant un sourire poli. Alors que la serveuse repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, Claire se figea, son attention captée par un éclat d'argent à son lobe. C'était une boucle d'oreille, une petite étoile avec une gemme rouge en son centre, identique à celle qu'ils avaient trouvée dans le désert, identique à celle qu'elle avait offerte à ses filles pour leur 13e anniversaire. Excusez-moi, dit Claire, la voix tendue. Cette boucle d'oreille que vous portez, puis-je vous demander où vous l'avez eue? La serveuse sembla surprise par la question, mais pas alarmée. Elle toucha la boucle d'oreille avec hésitation. Ce vieux truc? Un client me l'a donné il y a des années. Il a dit que ça allait être avec mes yeux. Elle sourit à ce souvenir. Il lui manque sa paire, cependant. L'homme a dit que l'autre s'était perdu quelque part, mais il m'a laissé garder celle-ci si je voulais. Marc, qui avait suivi le regard de Claire, fixait maintenant la boucle d'oreille avec la même reconnaissance stupéfaite. Était-ce un client local? Demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. La serveuse réfléchit à la question. Je ne sais pas s'il vit par ici, mais je l'ai vu venir de temps en temps au fil des ans. Ah, c'est un vrai gentleman. Il laisse toujours un bon pourboire. Elle désigna un panneau de liège sur le mur derrière eux, couvert de photos. Il est quelque part sur notre mur des clients. Merci, parvint à dire Claire, luttant pour garder sa voix stable. Votre boucle d'oreille est ravissante. Avec un sourire et un hochement de tête, la serveuse partit s'occuper de ses autres tables. Marc et Claire se tournèrent pour examiner le mur de photos, cherchant des visages qui pourraient correspondre aux hommes qu'ils avaient vus dans le désert. Il y avait des dizaines de photos. Des touristes posant avec le personnel, des locaux célébrant des anniversaires et des anniversaires de mariage, des camionneurs s'arrêtant pour un repas lors de longs trajets à travers la Provence. Vois-tu quelqu'un de familier? Chuchota Marc. Claire scruta les photos avec soin. Pas encore. Il y en a tellement. Son téléphone sonna soudain, la faisant sursauter. Elle le sortit de son sac, voyant un numéro inconnu à l'écran. S'éloignant de la banquette pour plus d'intimité, elle répondit. Bonjour, Madame Dubois. C'est l'officier Mande de l'équipe de terrain du commissaire Lefebvre. Oui, officier. Avez-vous trouvé quelque chose? Nous avons suivi les traces de pneus jusqu'à une cabane abandonnée à environ 8 kilomètres de l'endroit où vous avez vu les hommes, expliqua-t-il. Le camion était là, abandonné. Le cœur de Claire s'emballa. Et les hommes? Aucune trace d'eux. Nous avons fouillé la zone minutieusement, y compris la cabane, mais ils étaient partis. Le camion était complètement vide. Pas de sac, pas de pelle, aucun objet personnel. La déception l'envahit. Donc ils se sont échappés. J'en ai peur, mais nous avons saisi le véhicule et nous le traitons pour trouver des preuves. Le commissaire Lefebvre voulait que vous sachiez que nous n'abandonnons pas. Merci, dit Claire d'un ton creux. Tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Elle mit fin à l'appel et retourna à la banquette où Marc attendait avec impatience. Ils ont trouvé le camion abandonné près d'une cabane, lui dit-elle, se rasseyant. Les hommes sont partis. Marc soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Au moins, ils ont le camion. Peut-être qu'ils trouveront des empreintes ou quelque chose. Claire hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs, sur la boucle d'oreille de la serveuse et ce qu'elle pouvait signifier. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. D'une manière ou d'une autre, cette boucle était liée à la disparition de leur fille, et leur meilleure piste servait actuellement de café à quelques mètres d'eux. La désespérance lui serrait la gorge alors qu'elle regardait la serveuse se déplacer entre les tables, inconsciente de la signification de son bijou. Marc grignotait son croque-monsieur, mais Claire ne pouvait pas toucher à sa soupe. La possibilité que cette femme puisse détenir, sans le savoir, une clé pour retrouver leur fille était écrasante. Lorsque la serveuse revint remplir leur tasse de café, Claire prit une décision. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose, dit-elle, la voix basse et urgente. Ça peut sembler fou.
Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. La serveuse posa la cafetière, son expression curieuse mais pas alarmée. Y a-t-il un problème avec votre nourriture? Non, non, c'est pas ça, assura Claire. C'est à propos de votre boucle d'oreille. Marc lui lança un regard prudent, mais Claire continua. Ce matin, j'ai trouvé la paire correspondante à votre boucle d'oreille dans le désert, expliqua-t-elle, observant attentivement le visage de la serveuse. Elle appartient à ma fille, qui a disparu il y a 20 ans avec 5 autres filles de leur troupe de majorettes. La police a trouvé leurs uniformes de majorettes enterrés dans le désert aujourd'hui, ajouta doucement Marc. Et puis Claire a trouvé la boucle d'oreille de notre fille, identique à celle que vous portez, sur un autre site à proximité, où des hommes creusaient. La serveuse resta figée, regardant entre eux comme pour déterminer s'ils étaient fous ou dangereux. Vous pensez? Vous pensez que cette boucle a un rapport avec vos filles disparues? Je sais que ça semble incroyable, reconnut Claire, mais ces boucles d'oreilles formaient une paire assortie. Je les ai offertes à mes filles pour leur 13e anniversaire, juste quelques mois avant qu'elles ne disparaissent. Les chances que vous ayez une boucle identique par pure coïncidence. La serveuse s'assit lourdement sur la chaise vide à côté d'eux. Marie, le visage pâle. L'homme qui me l'a donnée, je n'avais aucune idée. Elle se tut, réfléchissant profondément. Vous souvenez-vous qui vous l'a donnée? Demanda doucement Marc. Elle hocha la tête lentement. Oui, je ne peux pas me souvenir de son nom, mais il est venu ici quelquefois au fil des ans. Pas aussi souvent récemment. Je ne sais pas s'il vit encore plus, expliqua la serveuse. C'est une cliente régulière du ménage. Le café livre des repas à votre maison tous les jours. En fait, elle a vérifié sa montre. Je suis censé faire votre livraison dans environ 20 minutes. Claire et lui échangèrent des regards significatifs. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, continua la femme, la voix tremblante. Donner des informations sur les clients pourrait me coûter mon emploi, et les emplois ne sont pas faciles à trouver par ici. Nous comprenons, assura Claire. Mais si ces hommes ont des informations sur nos filles, sur ce qui leur est arrivé, ne voudriez-vous pas aider? La serveuse réfléchit, puis prit une décision. Écoutez, je ne peux pas vous donner son adresse directement, mais je livre sa commande dans 20 minutes. Si vous décidez de me suivre, eh bien, je ne peux pas contrôler qui conduit sur les routes publiques, n'est-ce pas? Un soulagement envahit Claire. Merci. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour nous. Promettez-moi juste une chose, dit la serveuse en se levant. S'il se passe quelque chose, ne mentionnez pas mon nom, c'est le seul emploi que j'ai. Nous promettons, dit Marc solennellement. La serveuse hocha la tête et retourna en cuisine, laissant Claire et Marc finir rapidement leur repas et régler l'addition. En retournant à leur voiture, Marc aperçut une silhouette familière à la station-service de l'autre côté de la rue. Étienne Moreau remplissant le réservoir de sa voiture, tandis que Mistral observait depuis le siège passager. Avant qu'il ne puisse l'approcher, la porte latérale du café s'ouvrit et la serveuse émergea, chargeant plusieurs grands sacs isothermes à l'arrière d'une petite camionnette de livraison. Elle croisa brièvement le regard de Claire, puis détourna les yeux en sécurisant les sacs et en montant dans la camionnette. Allons-y, murmura Claire, glissant sur le siège passager. Marc démarra le moteur et attendit que la camionnette sorte sur la route avant de la suivre à une distance discrète. Il roulait en silence tendu, le désert s'étendant à l'infini de chaque côté de la route. Après environ 15 minutes, la serveuse tourna sur une chemin de terre marqué par une pancarte en bois usé indiquant Domaine Duval, propriété privée. Marc continua à dépasser le virage, puis s'arrêta une fois hors de vue. Et maintenant? Demanda-t-il. Nous attendons qu'elle parte, puis nous approchons la porte, décida Claire. Nous demanderons à parler à Gérald Duval au sujet de son ami Mathieu, l'homme qui a donné la boucle d'oreille de Camille à la serveuse. C'est risqué, Claire. Je ne pense pas que nous devrions faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, nous observons simplement. Au moins, nous savons où se trouve sa propriété et nous pouvons transmettre cela à la police. Ils firent marche arrière et se garèrent sur une petite élévation offrant une vue sur l'entrée de la ferme sans être trop visible. La propriété était entourée d'un haut mur de pierre,
avec des portes en fer et des caméras de sécurité montées sur les poteaux. Au-delà des portes, ils pouvaient voir plusieurs bâtiments, une grande maison principale, quelques structures plus petites qui pourraient être des cottages, et ce qui ressemblait à des écuries au loin. La serveuse avait garé sa camionnette près de la porte et remettait la commande de restauration à un garde de sécurité. La taille de la livraison suggérait qu'elle était destinée à nourrir plusieurs personnes, bien plus qu'un seul propriétaire de ferme n'en aurait besoin. Quel genre de ferme nécessite une restauration pour des dizaines de personnes chaque jour? Se demanda Marc à voix haute. Peut-être qu'il a beaucoup d'ouvriers agricoles, suggéra Claire, bien qu'elle partageât son soupçon que quelque chose d'inhabituel se passait sur la propriété de Duval. Après plusieurs minutes, la serveuse récupéra ses sacs de livraison vides et remonta dans sa camionnette. Ils la regardèrent s'éloigner, disparaissant sur le chemin de terre dans un nuage de poussière. « Devrions-nous appeler le commissaire Lefebvre ?» demanda Marc, la main sur son téléphone. Claire réfléchit. « Nous n'avons aucune preuve concrète que ce Duval soit lié à la disparition des filles, juste une série de coïncidences. Je ne suis pas sûr que le commissaire laisserait tout tomber pour enquêter sur cette base. » Alors qu'ils pesaient leurs options, la porte de la ferme s'ouvrit avec un grincement et un jeep rouge sortit. À l'intérieur se trouvaient 3 hommes. Claire les reconnut immédiatement à leurs vêtements et chapeaux comme étant les mêmes que ceux qu'ils avaient vus dans le désert. « C'est eux, » siffla-t-elle, se baissant sur son siège. Marc se raidit alors que la jeep s'approchait, passant devant leur voiture garée pour rejoindre la route principale. Pendant un bref instant, alors que les véhicules se croisaient, Claire croisa le regard d'un des hommes sur le siège arrière. « Ils nous ont vus, » chuchota-t-elle, le cœur battant. « Il faut partir maintenant. » Marc démarra le moteur et retourna sur la route, s'éloignant de la ferme. Dans le rétroviseur, il pouvait voir la Jeep ralentir puis faire un demi-tour pour les suivre. « Ils nous poursuivent, » dit-il, la voix tendue par la peur. Claire se tordit sur son siège pour regarder derrière eux. La Jeep gagnait en vitesse, clairement décidée à les rattraper. « Roule plus vite. » Marc appuya sur l'accélérateur, mais leur voiture n'était pas de taille face à la Jeep sur la route de désert accidentée. En quelques minutes, la Jeep les avait rattrapés et s'était arrêtée devant eux, forçant Marc à freiner brutalement pour éviter une collision. Les portes de la Jeep s'ouvrirent et les 3 hommes en descendirent. Simultanément, 2 autres véhicules émergèrent de la porte de la ferme au loin, fonçant vers eux. « Marc, » murmura Claire, la peur lui serrant la gorge. « Que faisons-nous » Mais il était tard pour fuir. Ensuite, les hommes tombèrent dans la cour entourant leur voiture. L'un d'eux leur fit signe de baisser les vitres. « Sortez de la voiture » ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Sans choix, Claire et eux sortirent dans l'air chaud du désert, les mains levées. « Qui êtes-vous et pourquoi surveillez-vous la ferme » demanda un autre homme. Élodie se redressa, trouvant courage dans son désespoir. « Je m'appelle Claire Dubois, et voici mon mari, Marc. Nous cherchons nos filles qui ont disparu il y a 20 ans. Nous avons des raisons de croire que quelqu'un à cette ferme pourrait avoir des informations sur elles. » Les hommes échangèrent des regards. Puis le premier homme parla dans une radio accrochée à sa chemise. « Nous avons le couple du désert. Ils disent qu'ils cherchent des filles disparues. En attendant, j'ai des instructions. » Après un moment, une voix grésilla dans la radio. « J'ai eu compris. » Entourés et sans possibilité de s'échapper, Claire et Élodie furent escortés dans l'un des véhicules nouvellement arrivés et conduits à travers les portes du domaine Duval. Leur quête de réponse les avait menés droit dans ce qui pourrait être l'antre du lion. Et Claire ne pouvait se décider entre ressentir de la terreur ou de l'espoir à l'idée de découvrir enfin la vérité sur ce qui était arrivé à leur propre fille. L'intérieur du domaine Duval était impeccablement entretenu, avec des vignes soigneusement taillées entourant la maison principale et des champs de lavande bien entretenus le long de l'allée. Cela ressemblait à n'importe quelle retraite de personnes aisées. Paisible, ordonné, sans aucun indice de l'ombre que Claire suspectait tapie sous la surface. Ils furent conduits dans la maison principale par une entrée latérale, le long d'un couloir décoré de céramique provençale.
Ils entrèrent dans une pièce qui semblait être un bureau, avec des étagères à livres le long d'un mur et un grand bureau dominant l'espace. Les fenêtres offraient une vue sur le mont Ventoux au loin, la beauté du paysage contrastant fortement avec la peur qu'elle ressentait. Attendez, ici, ordonna l'un des hommes avant de les fouiller et de confisquer leurs effets personnels, y compris leur téléphone, portefeuille et les clés de voiture. Puis, sans un mot de plus, ils quittèrent la pièce et fermèrent la porte derrière eux. Marc essaya la porte immédiatement, mais elle était verrouillée. Ils nous ont piégés, dit-il, la voix tendue par l'anxiété. Il aurait dû appeler le commissaire Lefebvre, répondit-il, fouillant la pièce à la recherche de quelque chose qui pourrait les aider. Jordan, dit-il, inquiet pour en sécurité. Qu'est-ce qu'ils nous veulent se demanda Marc, faisant les sangs nerveux. S'ils sont impliqués dans la disparition des filles, pourquoi ne pas se débarrasser de nous dans le désert? Pourquoi nous amener ici? Claire scut son visage. Je ne sais pas, mais ils doivent avoir une raison. Ils restèrent silencieux alors que des pas approchaient de la porte. Elle s'ouvrit pour révéler un homme corpulent dans la soixantaine, vêtu d'un costume élégant, d'un costume sur mesure malgré la chaleur du désert. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, et il portait une montre en or massif au poignet, une ostentation de richesse et de pouvoir. Monsieur et Madame Dubois, les salua-t-il, sa voix douce et cultivée. Je suis Gérald Duval. J'ai entendu dire que vous vous posiez des questions sur moi. Où sont mes filles? Demanda, s'avançant. S'il vous plaît, les avez-vous vues? Duval haussa un sourcil, semblant amusé par sa franchise. Droit au but, je vois. Mais je suis curieux. Qu'est-ce qui amène un couple vieillissant sur ma propriété à espionner mes hommes? Mon équipe de sécurité m'a dit qu'ils vous avaient vu plus tôt aujourd'hui dans le désert, à les observer de loin. Maintenant, vous vous présentez ici. Qu'avez-vous d'expliquer? Marc plaça une main rassurante sur le bras de Claire. Nous avons trouvé des preuves reliant votre ferme à la disparition de nos filles il y a 20 ans, dit-il calmement. Un uniforme de majorette enterré dans le désert, une boucle d'oreille appartenant à notre fille Camille, que votre ami a donnée à une serveuse au café, et un camion avec le logo CPF dessus. Carpentier Performance et Fitness, ajouta Claire, l'entreprise qui sponsorisait la troupe de majorette de nos filles. L'expression de Duval resta neutre, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. De la reconnaissance, peut-être, ou de la méfiance. Vous avez été occupé, reconnut-il, mais j'ai peur que vous soyez tombé sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors expliquez-nous, défia Claire. Dites-nous ce qui est arrivé à nos filles. Duval s'assit sur le bord du bureau, les examinant avec des yeux calculateurs. L'information a un prix très élevé, Madame Dubois, et je ne suis pas sûr qu'il m'appartienne de donner l'explication que vous cherchez. Quel prix? Demanda Claire, désespérément. Nous payerons n'importe quoi. Dites-nous simplement où sont Élodie et Camille. Un sourire froid se dessina sur le visage de Duval. Ce n'est pas une question d'argent, mais puisque vous en savez déjà trop, je n'ai pas beaucoup d'options. Il se leva et se dirigea vers la porte, l'ouvrant pour révéler les 3 hommes attendant dehors. Amenez-les dans les logements spéciaux s'ils veulent voir les femmes, ordonna-t-il. Assurez-vous qu'ils soient confortables. Ils vont rester avec nous un bon moment. Mais monsieur, êtes-vous sûr? Demanda l'un des hommes avec hésitation. Oui, répondit-il froidement. Je laisserai ce vieil homme dansant décider quoi faire d'eux. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Marc alors que les hommes entraient et saisissaient leurs bras. Les gens nous chercheront. La police sait que nous suivions une piste. La police? Duval rit avec dédain. Ne vous inquiétez pas pour eux. Il est facile de mettre en scène un accident dans le désert. Une voiture sort de la route, le réservoir explose. Très tragique. Personne ne viendra vous chercher ici. Malgré leur lutte et leurs protestations, Claire et Marc furent conduits de force hors de la maison, à travers une cour ouverte, vers une grande écurie au loin. À l'intérieur, l'écurie ressemblait normale à première vue. Des stalles pour les chevaux, du stockage pour le fourrage et l'équipement. Mais les hommes les menèrent vers ce qui semblait être un placard de rangement à l'arrière du bâtiment. L'un d'eux ouvrit la porte, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. « Avancez », ordonna-t-il.
poussant Marc en avant. Ils descendirent les marches, l'air devenant plus frais et plus humide à chaque pas. En bas, il y avait une autre porte, celle-ci en métal lourd avec une serrure électronique complexe. L'homme tapa un code et la porte s'ouvrit pour révéler ce qui ne pouvait être décrit que comme un bunker souterrain. L'espace était étonnamment grand, avec des murs et un sol en béton et des néons bourdonnants au plafond. Il y avait plusieurs lits de camp contre un mur, une petite zone de salle de bain séparée par un demi-mur et une kitchenette rudimentaire dans un coin de la pièce. La pièce était plus attirée par 3 femmes assises sur les tables, observant leur entrée avec des regards méfiants et hantés. Les hommes forcèrent Claire et Marc à s'agenouiller au centre de la pièce, attachant leurs mains à un tuyau métallique allant du sol au plafond. Sur ce, ils se tournèrent et partirent, la lourde porte se refermant derrière eux avec un bruit sourd qui résonna dans le silence. Pendant un moment, il y eut un silence, alors que Claire et Marc tentaient de comprendre ce qu'ils voyaient. Les femmes semblaient avoir une trentaine d'années, à l'âge qu'aurait leur fille maintenant. Elles étaient minces, avec une peau pâle suggérant qu'elles voyaient rarement le soleil, mais elles étaient propres et semblaient physiquement indemnes, bien que leurs yeux racontaient une autre histoire. « Qui êtes-vous » demanda finalement l'une des femmes, sa voix douce et hésitante. Avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre, de lourds pas descendirent les escaliers à l'extérieur, et la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer Gerald Duval. Il observa la scène avec satisfaction. « C'est ce que je voulais dire, par le prix élevé de l'information, » dit-il à Claire et Marc. « Maintenant, vous aurez tout le temps du monde pour découvrir la vérité en passant le reste de votre vie dans ce petit bunker douillet avec les survivantes. » « Survivantes, » répéta Marc, la voix brisée par le mot. Duval l'ignora, se tournant pour s'adresser aux femmes. « Mesdames, voici vos nouveaux colocataires. Je suis sûr que vous aurez beaucoup à vous dire. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant en l'atteignant. « Oh, et ne vous faites pas d'idée pour les aider à s'échapper. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé la dernière fois que quelqu'un a essayé, n'est-ce pas ?» Les femmes tressaillirent visiblement à ces mots, l'une d'elles détournant le regard comme pour cacher des larmes. Duval partit, hochant la tête, la porte se verrouillant derrière lui. Alors que ses pas s'éloignaient, Claire l'entendit parler à quelqu'un, sa voix élevée par la colère. « Ce maudit homme dansant !» marmonna-t-il. « Passez-moi un appel avec Mathieu et l'histoire. » Espérons que Carpentier ne parle pas à la police pour sauver sa peau. Le nom envahit une secousse à travers le corps. Vincent Carpentier, l'entraîneur des Majorettes. Il était donc impliqué. Une fois Duval parti, Claire tourna son attention vers l'univers, sur les hommes, les femmes, l'espoir et la peur en guerre en elle. « Étienne, dit-elle, la voix tremblante, aidez-nous à défaire les cordes. » Les femmes échangèrent des regards incertains dans la direction de l'autre. Puis ils se sont levés et approchés, se tournèrent pour montrer leur dos derrière eux. Ils l'ont fait comme ça. Leur chambre mince et fine, et ne cachait pas le réseau de leurs propres cicatrices visibles sur leur peau, la preuve d'une flagellation ou de coups répétés. « C'est la chose qui arrive quand nous ne suivons pas les règles, » expliqua-t-elle calmement. Claire retint un cri d'horreur face à cette vision. « Je suis tellement désolée, » chuchota-t-elle. « Mais, s'il vous plaît, nous cherchons nos filles, Élodie et Camille Dubois. Elles ont disparu il y a 20 ans avant avec leur troupe de majorettes. Les connaissez-vous » Les femmes semblaient figées, leurs yeux s'élargissant dans une reconnaissance apparente. Elle s'arrêta lentement, examinant lentement le visage de Claire, étudiant de près. « Maman, » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible murmurait. « Maman, papa. » Le cœur de Claire semblait s'arrêter. « Élodie. Élodie ? Camille ? Je suis Élodie, » confirma les femmes, confirmant les larmes remplissant leurs yeux. Marc fit un bruit étouffé à côté d'eux, Claire s'efforçant dans ses liens contre ses propres attaches. « Élodie, » répéta-t-il, la voix épaisse d'émotion avec l'amour. « Oh mon Dieu, nous t'avons trouvée. » Élodie hésita, puis s'agenouilla et commença à travailler sur les nœuds qui liaient leurs mains. Ses gestes rapides mais prudents, ses mouvements rapides. « Nous ne devons pas faire murmurer, » dit-elle dans un murmure. « Maman, écoutez murmurer. » Élodie, ses gestes,
Claire observait sa main, une femme maintenant, son visage montrant son effort, mais montrant toujours son enfant, mais toujours reconnaissable comme l'enfant qu'ils avaient perdu. Que t'est-il arrivé? Demanda-t-elle, les larmes coulant sur son visage face à sa main. Où est-elle? Élodie, la douleur traversant son visage, son visage. Seulement 3 d'entre nous ont survécu, dit-elle doucement, dit-elle doucement. Moi, dis-je, Léa Martin, et moi, Chloé Moreau. Elle a hoché la tête vers les autres qui ont regardé les 2 femmes, observant la réunion avec un mélange d'espoir et de prudence et de prudence. Odile, elle est morte. Des complications de son lit, une infection transmise il y a quelques années. Ils n'ont pas voulu lui donner plus de soins médicaux. Claire ferma les yeux un instant, absorbant l'horreur de ce que Claire lui racontait. Et toi? Dit-elle, dit-il, même si elle savait qu'elle connaissait déjà la réponse. Les mains tremblantes d'Élodie continuèrent de travailler sur les nœuds, continuant de travailler plus fort. Camille et Zoé ont été tués pour avoir tenté d'organiser une évasion avec le reste d'eux-mêmes ensemble. C'était une fois que nous tous avons essayé tous ensemble. Ils ont dit, ils étaient là et nous regardent pour nous apprendre une leçon. Un sanglot éclata de la gorge de Claire. La douleur de savoir que son autre fille avait été assassinée était presque insupportable. Marc pleurait ouvertement à côté d'elle, ses épaules secouées par le chagrin. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle, chuchotant, Élodie libérant enfin les mains libres de Claire. J'ai toujours pensé que je ne te reverrais plus jamais avant. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu? Élodie, passant à détacher à ses mains, Claire expliquait la valise dans le désert, ses messages, et comment il suivait la serveuse, suivie jusqu'à la fin. J'ai su confiance, assura-t-elle à sa voix, assurant à sa fille. Il disait que nous suivions, que nous avions une piste. Disait qu'il cherchait à nous chercher. Élodie secoua la tête, son expression sombre, son visage sombre. Maman, dit-elle, dis-le-moi, si elle dit, dit-elle, dis-le-moi comme ils l'ont fait depuis des années 20. Depuis, nous avons toujours été, dit-il, murmuré 1000 fois pour appeler, toujours. Personne n'a jamais entendu entendre. Marc, maintenant libéré maintenant, attira sa main dans son étreinte, dans sa main. Nous n'abandonnons pas toujours, promit-il, promettant toujours. Nous allons toujours trouver une sortie d'ici ici. Léa et Maria s'approchèrent prudemment, s'approchant plus près, se présentant. Claire les présenta et les 2, pensant à leurs parents qui attendaient si longtemps pour leur réponse. Vos parents n'ont jamais cessé de vous chercher, dit-elle, leur dit-elle. Aucun d'eux n'a dit, aucun ne l'a dit. Qui vous a-t-il fait? Demanda-t-il, sa voix forte, le chagrin se transformant en colère. Qui vous a-t-il pris? Élodie parla, la voix plus forte que la voix de Claire. C'était l'Élodie, coach Carpentier et moi. Lui et ses hommes, eux, nous ont drogués après leur prestation, eux, et ils nous ont amenés, nous ici. Duval, dit-il, possède ici, mais dit-il, c'est lui qui est le seul qui utilise. Claire, et il y a un autre homme, ajouta Clara, et il y a un autre homme, dit-il. Mathieu, dit-il, Mathieu Renaud. Il dit-il, gère les affaires pour l'entreprise de Carpentier. Tout le monde dit qu'il pense qu'il est le propriétaire, mais c'est vraiment lui qui est derrière tout ça, derrière tout derrière. Ils disent juste lui comme un prête-nom. Claire se souvint de ce que Lefebvre a dit, de ce que Lefebvre avait dit à propos Carpentier, avait dit à propos de la vente, dit qu'il avait vendu son entreprise. Donc, dit-il, dit qu'il a menti à vendre sur la vente de son entreprise, dit-il, réalisant qu'il l'avait fait. Il l'avait dit, il l'avait juste mis en son nom, pour protéger son nom de lui-même. Léa dit, dit-il. Il dit-il, viens, visite chaque fois un mois, mais sinon, mais seulement dis-le-moi, restons-nous ici, dis-le-moi. Dis-moi, personne ne dit rien, ne nous touche, sauf lui, pas même lui, dit-il, ou lui, Mathieu. Nous disons, dit-il, dis-le, c'est spécial fille, dit-il. L'horreur était accablante et les heures passaient. Juste au moment où ils commençaient à rassembler leur courage pour parler d'évasion, des bruits murmuraient dans murmurés, des cris murmurant ce qui ressemblait à des murmures de coups de feu. Élodie se précipita pour aider à trouver quelque chose, pour signaler leur présence, à aider à trouver un plateau,
qu'il utilisait pour commencer à frapper contre le tuyau où ils étaient attachés. Le murmure était assourdissant dans l'espace confiné, et il murmurait en murmurant rythmiquement et murmurant pour toujours murmurer. Malgré l'insistance murmurée d'elle que le murmure était insonorisé, dis-le-moi, il devait essayer. Des minutes qui semblaient infinies s'écoulèrent, les coups de feu au-dessus finissant par s'éteindre. Puis, miraculeusement, ils entendirent des mouvements dans les escaliers, suivis de voix criant « Police! Y a-t-il quelqu'un là-dedans » L'espoir envahit Claire alors qu'ils criaient tous en retour, guidant les officiers vers la porte verrouillée. Après plusieurs instants tendus, la serrure électronique se désengagea et la porte s'ouvrit pour révéler plusieurs officiers de police en tenue tactique, armes dégainées. L'un d'eux tenait une clé de voiture électronique, probablement prise aux hommes qui les avaient capturés. « Nous avons besoin d'une assistance médicale », appela un officier dans sa radio en évaluant la situation. « Nous avons 5 civils, apparemment les personnes disparues, et 2 autres. » Alors qu'ils étaient conduits en haut des escaliers et hors de l'écurie, Claire tenait fermement la main d'Élodie, craignant que, si elle la lâchait, sa fille ne disparaisse à nouveau. Dehors, la ferme grouillait de véhicules de police et d'ambulances. Plusieurs corps gisaient au sol, recouverts de draps, des hommes qui avaient résisté à l'arrestation et avaient été abattus par la police. Près de la maison principale, Claire aperçut le commissaire Lefebvre coordonnant l'opération. À ses côtés se tenaient Étienne Moreau et la serveuse du café, tous deux semblant soulagés de voir Claire et Marc émerger sains et saufs. Gérald Duval et les 3 hommes du désert étaient chargés dans des véhicules de police séparés, menottés et sous haute surveillance. « Commissaire », appela Claire, la voix brisée par l'émotion. « Nous les avons trouvés. Nous avons trouvé notre fille Élodie, et Léa, et Chloé aussi. Mais les autres n'ont pas survécu. » Le commissaire Lefebvre s'approcha rapidement, son expression mêlant choc et soulagement. « Madame Dubois, Monsieur Dubois, allez-vous bien ? Nous vous cherchons depuis que le randonneur et la serveuse ont signalé votre disparition. » « Vincent Carpentier est derrière tout ça, » lui dit Marc avec urgence. « Il a enlevé les filles il y a 20 ans. Il les a gardées ici comme prisonnières tout ce temps. » L'expression du commissaire se durcit. « Nous venons d'interroger Carpentier au commissariat il y a quelques heures. » Il se tourna vers un officier à proximité. « Contactez toutes les unités. Priorité absolue, localiser et appréhender Vincent Carpentier. Considérez-le comme dangereux. Bloquez toutes les sorties de la région et vérifiez son domicile immédiatement. » Alors que les ambulanciers s'approchaient pour les examiner, Claire ressentit un mélange complexe d'émotions. La joie de retrouver Élodie vivante, un chagrin dévastateur pour Camille et une détermination ardente à voir justice rendue. Ils avaient trouvé certaines réponses, mais la vérité complète de ce qui est arrivé à leur fille et aux autres jeunes filles émergeait encore, une vérité plus horrible qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Le commissariat bourdonnait d'activité. Des officiers supplémentaires avaient été appelés pour gérer l'affaire en cours, et des reporters se rassemblaient dehors, alertés par les communications radio concernant une percée majeure dans la disparition vieille de 20 ans qui avait hanté Aix-en-Provence pendant 2 décennies. Claire, Marc et Élodie étaient assis ensemble dans une petite salle d'interrogatoire, refusant d'être séparés, même pour un instant. Élodie tenait fermement les mains de ses parents, comme si elle craignait qu'ils ne disparaissent si elle les lâchait. De l'autre côté du couloir, Léa et Chloé donnaient leur déposition à d'autres officiers, chacune accompagnée d'un avocat des victimes. Le commissaire Lefebvre entra portant un plateau avec des gobelets d'eau et une boîte de mouchoirs. Son visage montrait la tension des dernières heures, mais il avait une expression déterminée. « Nous avons mis en place des barrages routiers sur toutes les principales voies de sortie du département, leur informa-t-il. Carpentier ne s'échappera pas loin. A-t-il déjà fui ? Demanda Claire. Le commissaire hocha la tête sombrement. Les officiers ont trouvé sa maison vide, les placards vidés. Il a dû partir dès qu'il a quitté le commissariat ce matin. Mais nous le trouverons. Il se tourna vers Élodie. Je sais que c'est difficile, mais nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé il y a 20 ans et depuis. Êtes-vous prête à répondre à quelques questions ?
Élodie prit une profonde inspiration et hocha la tête. Je veux tout vous dire. Je veux qu'il soit attrapé et puni pour ce qu'il nous a fait, à ma sœur. Le commissaire Lefebvre activa un dispositif d'enregistrement et le posa sur la table. Pour commencer, pourriez-vous indiquer votre nom complet? Élodie Michel Dubois, répondit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été dans le bunker. J'ai été enlevée le 15 mai 1995 avec ma sœur jumelle, Camille, et 4 autres filles de notre troupe de majorettes. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Elle ferma les yeux brièvement, rassemblant ses souvenirs. Nous venions de terminer notre prestation lors d'un championnat régional. Nous avions obtenu la 2e place. Tout le monde fêtait dans les vestiaires, se préparant à rentrer. Elle s'interrompit, déglutissant difficilement avant de continuer. Coach Carpentier a demandé à Océane Simon de rester pour discuter de sa performance. Le reste d'entre nous est allé dans un café à proximité pour prendre des boissons. Quand nous sommes revenus, nous avons surpris Coach Carpentier en train de toucher Océane de manière inappropriée dans la salle de stockage. Claire serra la main de sa fille pour la soutenir. Élodie poursuivit. Océane était bouleversée, mais Coach disait que c'était normal, qu'elle était spéciale, qu'il allait faire d'elle son âme étoile. C'est comme ça qu'il l'appelait, son âme étoile. Quand il nous a vus là, il a essayé de minimiser, disant qu'elle était contrariée par une erreur dans sa routine et qu'il la consolait. Que s'est-il passé ensuite? Demanda doucement le commissaire Lefebvre lorsqu'Élodie se tut. Nous savions que quelque chose n'allait pas. Zoé Giraud a dit que nous devrions en parler à nos parents ou au directeur de la troupe. Coach s'est vraiment énervé. Il a quitté la pièce et nous pensions qu'il allait essayer de s'expliquer, mais il est revenu avec 3 hommes, les mêmes qui étaient à la ferme. Ils avaient des seringues. Sa voix se brisa et elle prit un moment pour se ressaisir. Ils nous ont injecté quelque chose. Je me souviens m'être senti étourdi, puis plus rien jusqu'à ce que je me réveille dans ce bunker. Nous étions toutes les 6 là. Océane nous a dit que Coach avait été inapproprié avec elle pendant des mois. Elle n'était pas la seule. Il avait ciblé plusieurs filles, leur promettant un entraînement spécial et une future carrière si elles devenaient ses âmes étoiles. Certaines ont accepté parce qu'elles croyaient ses promesses de faire d'elles des majorettes professionnelles. Et après votre enlèvement? Demanda le commissaire. La prise d'Élodie sur les mains de ses parents se resserra. Au début, nous pensions être secourus rapidement. Nous savions que nos parents nous chercheraient, que la police enquêterait. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois, puis des années. Elle décrivit comment Carpentier visitait régulièrement le bunker, sélectionnant l'une des filles pour le servir lors de ses séjours, comment Duval et Mathieu Renaud géraient les opérations quotidiennes de leur captivité, fournissant nourriture et nécessités de base, tout en les isolant du monde extérieur. Océane est tombée malade il y a environ 5 ans, continua Élodie, la voix creuse. Elle avait des infections, de la fièvre. Nous les avons suppliés de l'emmener chez un médecin, mais ils ont refusé. Ils lui ont donné des antibiotiques, mais ce n'était pas suffisant. Elle est morte, là-dedans, sans jamais revoir sa famille. Claire essuya les larmes de ses yeux, pensant à Valérie Simon, qui ne reverrait jamais sa fille vivante. Et Camille? Demanda doucement le commissaire Lefebvre. Élodie prit une inspiration tremblante. Il y a environ 3 ans, nous avons planifié une évasion. Camille avait réussi à voler une carte clé à l'un des gardes pendant un moment où il était distrait. Nous avons attendu le milieu de la nuit, pensant que tout le monde dormirait. Sa voix vacilla et Marc passa un bras autour de ses épaules. Nous avons presque réussi à sortir de l'écurie, murmura-t-elle. Mais l'alarme s'est déclenchée. Les gardes sont arrivés de partout. Camille et Zoé étaient en tête. Elles ont été attrapées en premier. Carpentier était furieux. Il a dit qu'il devait faire un exemple pour assurer notre obéissance continue. Elle ne put continuer, submergée par le souvenir de ce qui était arrivé à sa sœur jumelle. Le commissaire Lefebvre attendit patiemment, lui laissant le temps dont elle avait besoin. Il les a tués, parvint-elle enfin à dire. Il nous a forcés à regarder pendant qu'il les étranglait.
Il a dit que si l'une d'entre nous essayait encore de s'échapper, la même chose arriverait. Après ça, nous savions qu'il n'y avait plus d'espoir. Nous avons juste essayé de survivre. Le visage du commissaire était sombre alors qu'il prenait des notes. Et la ferme? À quoi servait-elle en dehors de vous retenir captive? Du blanchiment d'argent, je pense, répondit Élodie. Nous entendions parfois des conversations. L'entreprise de Carpentier, CPF, était une façade pour quelque chose de plus grand. Ils parlaient d'expédition, de routes de distribution. Je pense qu'ils étaient impliqués dans le trafic de drogue. Cela expliquerait les livraisons de restauration, réfléchit Marc, de la nourriture pour les travailleurs impliqués dans l'opération. Le commissaire hocha la tête. Nous enquêterons sur ces pistes en profondeur. Interpol est en route. Cette affaire relève de leur juridiction avec les éléments de trafic et d'enlèvement. Il se tourna à nouveau vers Élodie. Vous avez mentionné les boucles d'oreilles plus tôt, celles que votre mère vous a données, à vous et à Camille, pour votre anniversaire. Savez-vous comment l'une d'elles s'est retrouvée avec la serveuse du café? Oui, dit Élodie. Mathieu Renaud les a prises à Camille après qu'elle a été tuée. Je l'ai entendu dire à l'un des gardes qu'il les trouvait jolies. Plus tard, je l'ai entendu se vanter d'en avoir donné une à la serveuse mignonne du café. Il a gardé l'autre comme une sorte de trophée. Et les uniformes de Majorette, pourquoi ont-ils été enterrés dans le désert récemment après tout ce temps? Je ne suis pas sûr, admit Élodie. Mais il y a quelques semaines, il y a eu une dispute entre Carpentier et Duval. Carpentier voulait se débarrasser des preuves, des choses qui pourraient le lier à nous si elles étaient trouvées. Il a dit à Duval de s'en occuper. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de cacher les uniformes, mais les hommes de Duval ont été négligents. Ils pensaient toujours que le désert pouvait tout cacher. Alors que l'interrogatoire continuait, d'autres détails émergèrent sur la captivité horrible que les jeunes femmes avaient endurée pendant 20 ans. Lorsqu'ils terminèrent, le ciel dehors s'était assombri, et le commissaire Lefebvre semblait épuisé, mais déterminé. Nous aurons besoin d'autres dépositions dans les jours à venir, leur dit-il. Mais vous nous avez donné assez pour travailler pour l'instant. Interpol voudra également vous parler. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Claire, un bras toujours protecteur autour des épaules d'Élodie. D'abord, nous devons vous faire examiner à l'hôpital, répondit-il. Ensuite, nous organiserons un hébergement sécurisé. Cette affaire va attirer beaucoup d'attention médiatique et nous devons protéger votre vie privée pendant que l'enquête se poursuit. À ce moment-là, un autre officier apparut à la porte, faisant signe au commissaire Lefebvre avec urgence. Il s'excusa et sortit. À travers la vitre de la porte, il pouvait le voir recevoir ce qui semblait être une nouvelle importante, son expression passant de l'inquiétude à une satisfaction sombre. Il revint peu après midi. Nous l'avons, annonça-t-il. Une patrouille a arrêté Carpentier en train d'essayer de passer en Italie près de Menton il y a environ 30 minutes. Il est en route pour Aix-en-Provence en ce moment même. Un soulagement envahit Claire. Le monstre qui avait volé leur fille, qui avait assassiné Né Camille, allait enfin affronter la justice. Ça ne ramènerait pas les mortes, mais c'était un début. Il y a autre chose, ajouta le commissaire Lefebvre. L'équipe a fouillé la ferme. Ils ont trouvé des registres financiers reliant Carpentier, Duval et Mathieu Renaud à une vaste opération de trafic de drogue. Les affaires de Majorette et de fitness de la ferme n'étaient qu'une couverture. Élodie hocha la tête avec lassitude. Je soupçonnais toujours quelque chose comme ça. Les hommes qui apportaient notre nourriture parlaient parfois d'expéditions et de livraisons qui n'avaient rien à voir avec nous. Alors qu'ils se préparaient à partir pour l'hôpital, la porte s'ouvrit à nouveau pour révéler la serveuse du café, escortée par un officier. Elle s'approcha avec hésitation, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle à Claire et Marc. Si j'avais su ce que signifiait cette boucle d'oreille, qui étaient vraiment ces hommes. Vous nous avez aidés à sauver notre fille, assura Claire, se levant pour embrasser la femme. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour ça. La serveuse fouilla dans sa poche et en sortit la boucle d'oreille qu'elle portait. Ceci appartient à votre famille.
dit-elle, la plaçant dans la paume de Claire. Je ne mérite pas de la garder. Claire referma ses doigts autour de la petite boucle en forme d'étoile, pensant à sa jumelle qui les avait menés à Élodie. Une si petite chose pour avoir joué un rôle si crucial dans la résolution d'un mystère vieux de 20 ans. Merci, murmura-t-elle. L'officier qui accompagnait la serveuse prit la parole. Monsieur Moreau, le randonneur m'a demandé de vous dire qu'il est heureux que vous soyez en sécurité. C'est lui qui a remarqué votre disparition et nous a alertés. Lui et la serveuse ont réalisé que vous aviez peut-être suivi la femme jusqu'au domaine Duval et sont venus ensemble au commissariat. Claire nota mentalement de remercier Étienne Moreau correctement lorsqu'elle en aurait l'occasion. Sans sa découverte de la valise et son inquiétude pour leur sécurité, il n'aurait jamais retrouvé Élodie. En quittant la salle d'interrogatoire, ils passèrent devant des bureaux ouverts où d'autres réunions avaient lieu. Léa avec ses parents, Sophie et Julien, qui pleuraient de joie en embrassant leur fille perdue depuis si longtemps. Chloé avec ses parents, Isabelle, dont la mère était décédée 3 ans plus tôt, sans jamais savoir que sa fille était en vie. Dans la zone principale du commissariat, Claire aperçut Valérie Simon et les Giraud être doucement informés par des officiers que leur fille n'avait pas survécu. Leurs cris angoissés traversaient l'agitation de la station. Un rappel que, même dans ce moment de triomphe partiel, il y avait aussi une perte profonde. Élodie s'arrêta, les regardant avec des larmes dans les yeux. « J'aimerais avoir pu les sauver, murmura-t-elle. Elles méritaient de rentrer chez elles. Tu as survécu, lui dit doucement Marc. Tu as gardé leurs histoires vivantes. Grâce à toi, leurs histoires seront racontées et les hommes responsables paieront pour ce qu'ils ont fait. » Claire serra sa fille contre elle, savourant le moment de la voir à nouveau dans ses bras après 20 ans de vide. La route à venir ne serait pas facile. Élodie et les autres survivantes avaient des années de traumatisme à guérir, et la famille devait naviguer entre la joie du retour d'Élodie et la perte confirmée de Camille. Mais pour l'instant, en ce moment, ils étaient ensemble. C'était plus que Claire n'avait osé espérer lorsqu'elle s'était réveillée ce matin-là par un appel du commissaire Lefebvre. Un chapitre de leur vie qui était resté douloureusement inachevé pendant 2 décennies touchait enfin à sa conclusion, ouvrant la voie à ce qui viendrait ensuite.